Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on va parler du commandeur, ici Thibaut. Et aujourd'hui on va parler des decks de Morne Brune, parce que faut bien qu'on s'y colle à un moment. Sauf que comme vous le savez, on a changé la formule, ici je vais parler des decks dans leur intégralité, et parler évidemment des commandants principaux et secondaires du deck, et puis on parlera des détails des cartes un petit peu plus tard dans la prochaine vidéo, donc ici c'est là. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, pour avoir les différentes news quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent, quand on fait des lives un petit peu spéciaux, quand je réagis à l'actualité, etc. Ou quand j'ai des conneries à vous montrer, tout simplement. Eh bien, allez nous suivre là-bas, ça coûte rien, on spamme pas non plus, donc voilà. Vous avez rien à y perdre, si ce n'est quelques secondes de votre temps pour aller nous suivre, voilà. Sinon, on fait également des lives sur Twitch, et oui, chaque semaine je fais des lives sur Twitch pour parler de différents sujets, pour présenter les decks, etc. Donc, c'est du contenu en plus en fait, qui peut peut-être vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur Twitch directement, à aller voir un petit peu ce qu'on fait là-bas, et éventuellement, si vous voulez voir un peu tous les replays des différents lives, parce que vous pouvez pas les suivre en direct, eh bien, vous avez les archives de la tour de commandement, c'est une chaîne secondaire sur laquelle on stocke un petit peu tout ça. Bien sûr, c'est pas totalement à jour parce qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos qui sont sorties sur cette chaîne. Vous avez déjà pas mal de contenu disponible et la suite va arriver au fur et à mesure. Voilà. Je voulais également en profiter pour remercier les tipeurs et tipeuses de la tour de commandement. Ce sont les personnes sans lesquelles on ne pourrait pas continuer financièrement tout ça. Parce que bon, ça coûte de l'argent de faire du contenu, il faut le savoir. Et ça prend du temps aussi. Bref. Je vais les remercier, et je vais remercier particulièrement les grands mécènes, les personnes qui nous donnent le plus, oh là là. Eh bien, je vais remercier Lef, Chakma, Evil Devil 33, The Fish Spirit et Amarok. Un grand merci à tous les 5 pour votre soutien de longue date en plus, je tiens à le préciser. Donc un grand merci à eux, et à tous les tipeurs et tipeuses de la tour de commandement. Si jamais vous souhaitez les rejoindre, que vous souhaitez donner quelque chose, regardez dans la description de la vidéo, il y a le lien vers notre Tipeee. Et on vous remerciera à votre tour la prochaine fois. Aujourd'hui, on attaque donc les decks de Morne Brune, et du coup, on a les 4 decks à analyser rapidement. Autant vous dire que voilà, c'est une édition, mine de rien, que j'ai... Enfin, moi, de mon côté, en tant que vendeur, j'ai vu des réactions assez mitigées, c'est-à-dire 2 decks, notamment, c'est toujours pareil, 2 decks qui ont beaucoup attiré les personnes, et 2 decks où c'était... Ouais, bof. Ok. Et je suis pas forcément d'accord du coup avec les choix des gens, donc ça va être l'occasion également d'adresser un petit peu tout ça et de vous permettre d'avoir un peu le détail de mon avis sur ces decks. Et on va commencer tout de suite avec le premier deck, c'est le deck Châtiment Éternel, un deck noir-rouge qui est basé autour de Valgavoth, alors l'autre Valgavoth, celui dont on va parler tout à l'heure. Pour vous expliquer un petit peu le but du deck, en fait c'est de faire perdre des points de vie régulièrement aux adversaires, de préférence pendant leur tour, pour la moindre action qu'ils vont réaliser. Et ouais, vous l'avez compris, c'est un deck en fait groupe slug, c'est exactement ça. Un adversaire réalise une action, il prend les dégâts dans la gueule. Voilà, c'est le principe du groupe slug. Et dans ce deck, on a une belle partie groupe slug, et on a un petit peu de partie aristocrate. Donc je rappelle, c'est les effets qui se déclenchent quand une créature meurt, souvent les vôtres, mais parfois c'est des adversaires. Et l'effet aristocrate classique, c'est chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie, ou un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. C'est le classico-classique, et du coup, cette partie-là est peut-être un petit peu moins pertinente dans le deck, mais on y reviendra un petit peu après. On va parler du coup du commandant principal, c'est Valgavoth, Herseur d'âme, une créature légendaire ancêtre et démon 4/4 pour 4, dont un noir et un rouge, et il a le vol, parade 2, payer 2 points de vie, parade, payer 2 points de vie, excusez-moi, et à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie pour la première fois pendant chacun de ses tours, mettez un marqueur +1/+1 sur Valgavoth, et piochez une carte. Ok. Alors ici, en fait, le commandant, vous vous doutez bien, il est assez adapté à la stratégie, mais même genre très adapté, contrairement à d'autres commandants groupe slug où c'est beaucoup, moi-même je fais du groupe slug, je vais punir les adversaires pour ce qu'ils font. Ici, la seule punition que Valgavoth peut infliger, c'est si on essaie de le cibler. Ce qui est déjà un bon point, parce que techniquement, ça veut dire que sa parade fonctionne avec sa propre capacité derrière. Voilà. Mais, en fait, c'est très intéressant, puisque Valgavoth, en fait, donne des ressources donne des ressources quand les adversaires vont perdre des points de vie pendant leur tour. Et en fait, c'est quelque chose généralement qui manque dans le groupe slug. Et quand je dis que ça manque, c'est vraiment que ça manque beaucoup. Pour l'avoir joué quand même pas mal de fois, il faut avouer que, de manière générale, c'est une stratégie où au bout d'un moment, on s'épuise. Si on commence à nous gérer nos pièces, on évite « Ah mince, il faut que je repioche des cartes. En noir, ça va être un peu chiant parce qu'il va falloir que je perde des points de vie en plus. » Ce que généralement, on veut pas dans un des groupes slug, on veut que ce soit uniquement les adversaires qui perdent. Mais ici, ce qui est très intéressant, c'est cette capacité à piocher
et aussi à renforcer Valgavoth, ce qui fait que même si à un moment on commence à perdre des pièces de groupe slug, et qu'on n'en récupère pas forcément avec la pioche, bon, on a Valgavoth qui continue à grossir. Et il est vraiment excellent là-dessus, puisque on a ce petit côté d'adaptabilité en fait, où il peut devenir une sorte de Voltron à un moment, parce que bon, ne serait-ce que s'il commence à monter à 7 en termes de force, ce qui peut être fait très très facilement sur un tour de jeu, hein, vous vous doutez bien, eh bien, ça peut commencer à devenir un Voltron assez menaçant. Mais du coup, c'est là où il y a un léger problème. En fait, il y a plusieurs inconvénients, c'est que Valgavoth, comme il grossit en même temps qu'il fait piocher, ben, ça va devenir une cible prioritaire en fait. Même si techniquement, ça n'est pas lui qui inflige des blessures, etc., ben, les adversaires vont commencer à se dire ouais, mais en fait, tu pioches beaucoup de cartes, tu fais grossir ton commandant, c'est vraiment un problème. Donc Valgavoth devient une cible facile. Et quand je dis facile, je n'exagère pas parce que, certes, la parade de Valgavoth est très intéressante parce qu'elle fonctionne avec sa propre capacité, du coup c'est génial, mais il y a un léger problème, c'est que du coup, comme ça n'est qu'une parade qui fait payer des points de vie, eh bien, comment dire, bah, c'est que des points de vie en fait. Du coup, en début de partie, notamment dans les premiers tours, quand on n'a pas encore mis beaucoup de dégâts aux adversaires, ne serait-ce que s'ils ont encore au moins, allez, on va dire au-dessus 20 points de vie, ils auront aucun scrupule à payer 2 points de vie pour gérer une grosse menace qui fait de la plus-value pour votre deck. Du coup, c'est LE gros inconvénient en fait de Valgavoth. Et il y en a un second, je l'ai dit, mais en fait Valgavoth ne fait rien seul. C'est-à-dire que si voilà, en jouant un anneau solaire, vous arrivez à faire en sorte d'avoir Valgavoth au tour 2 sur le champ de bataille, eh ben il fait rien en fait. Il va juste être une 4-4 vol, voilà, qui va pouvoir attaquer, certes, mais tant que vous n'avez pas de pièces de groupe slug à côté qui vont faire perdre des points de vue aux adversaires, il est, entre guillemets, inutile. Donc là-dessus, attention, et c'est vrai que, bah, du coup, il y a quelques petites faiblesses quand même. Par contre, honnêtement, à la tête du deck, il est très pertinent, c'est tout à fait normal, et il est très bon également dans d'autres decks groupe slug. Si vous voulez jouer un deck groupe slug, je pense que Valgavoth est une excellente inclusion. Quasiment, j'ai envie de dire, un staple à ce stade-là. Puisque, ben, faire piocher des cartes, récupérer des cartes, parce que les adversaires perdent des points de vie, c'est quand même excellent, et c'est exactement ce qu'on a envie, en fait, pour réussir à renforcer notre plan de jeu. Donc, à la tête du deck, ou dans un autre deck groupe slug, ça semble être vraiment un nouveau staple qu'il faut absolument se procurer si vous voulez jouer cette stratégie-là en noir-rouge. Donc, écoutez, voilà, je ne peux que vous inviter à apprécier Valgavoth. On va parler du commandant secondaire quand même de ce deck. Le Seigneur de la Souffrance, un humain et assassin qui coûte 5 dont un noir et un rouge, c'est une 5-5, il a menace, vos adversaires ne peuvent pas gagner de points de vie, et à chaque fois qu'un joueur lance son premier sort à chaque tour, choisissez un autre joueur ciblé. Le Seigneur inflige un nombre de blessures égal à la valeur de mana de ce sort au joueur choisi. Alors, c'est amusant parce que là on est sur une carte de groupe slug aussi, voilà, quelqu'un réalise une action. Alors c'est pas lui qui va perdre des points de vie, mais c'est un autre joueur, c'est assez marrant, ça met des dégâts. Donc bon, c'est assez intéressant. Alors, comme on parle de dégâts, évidemment, et que c'est une créature qui les inflige, vu que c'est le Seigneur de la Souffrance qui le fait, il y a un truc qui me vient tout de suite, ça va être infection. Voilà, ouais, je sais, voilà. Mais c'est des dégâts d'infection, ça peut aller très vite, ça peut tuer les joueurs très rapidement, ce qui fait que le Seigneur de la Souffrance peut vraiment être une énorme menace. Marrant, parce qu'il a menace sur lui. Oh, lol. Bref, mais on reste avec cette carte-là, en dehors du côté infection que je viens d'évoquer, si vous voulez monter le deck autour. On reste dans la logique du deck, il est tout à fait à sa place dans le deck, mais on a un petit côté politique, en fait, où, comme on décide qui, parce que ça pourrait être au hasard, là, non, c'est on décide qui va prendre les dégâts par rapport à ce que quelqu'un d'autre a joué. Du coup, ça peut être de la discussion et dire, attends, je vais peut-être éviter de jouer des trop grosses cartes, parce que sinon ça va mettre dans la merde quelqu'un en face, et vous êtes là avec votre seigneur qui est en train de dire, bah attends, moi je suis prêt à distribuer les baffes comme tu veux, enfin voilà. Et c'est assez intéressant, et en plus, ça reste quand même une pièce de groupe slug supplémentaire, qui est pas non plus gigantesque, mais qui est juste efficace en fait. Et honnêtement, le côté, le petit bonus de les adversaires peuvent pas gagner le point de vie, t'es là, magnifique, génial. C'est exactement ce qu'on a envie, et en plus, si on arrive à donner le lien de vie au Seigneur de la Souffrance, ça va être exactement le genre d'effet où on va se dire, tiens, tac, je mets des dégâts parce qu'il y a des sorts qui sont lancés, je récupère de la vie, et moi j'ai le droit de la récupérer, la vie, y a pas de problème. Donc c'est très intéressant, et honnêtement, je pense que dans son propre deck, alors, soit dans un deck groupe slug, c'est très intégrable, soit dans son propre deck, ça peut être sympa, mais il faut avouer qu'en fait, c'est juste une pièce de groupe slug supplémentaire, il n'y a pas de réelle grosse plus-value, c'est juste un petit twist un peu politique en mode, bah tiens, je peux mettre les dégâts ailleurs, quoi. Donc, c'est intéressant, c'est pas mal en tant que commandant, même si c'est assez générique, ça fonctionne très bien. Et du coup, si je dois parler un petit peu plus de ce deck maintenant qu'on a analysé les deux commandants, bah en fait,
on a de très bonnes pièces dans le deck, voilà. On en parlera un petit peu plus en détail dans la prochaine vidéo, mais franchement, c'est un deck qui est très bien constitué. Je l'ai vu tourner pas mal de fois, j'ai un joueur à la boutique qui le spam un petit peu, je lui fais un coucou, je suis sûr qu'il va regarder la vidéo de toute façon. Tu vas mettre un message dans les commentaires, attention. Mais voilà, du coup, je l'ai vu pas mal tourner, et c'est vrai qu'en fait, il y a énormément de cartes qui fonctionnent très bien avec dans ce deck. Il n'y a pas d'absurdité, en fait, en soi. Donc du coup, c'est très intéressant, Valgavoth apporte réellement quelque chose. Le problème du deck, c'est qu'il y a une partie aristocrate, donc comme je vous disais, sur la mort des créatures, qui est incompréhensible, en fait. Vraiment juste en mode de se dire, ah bah tiens, si je peux bloquer avec une de mes créatures pour faire pas des points de vie pendant le tour d'un adversaire qui m'a attaqué, t'es là, tu fais, oui, pourquoi pas, mais c'est ultra tiré par les cheveux et c'est pas super pertinent. Et honnêtement, je pense que la majorité des personnes qui ont pris le deck et qui vont vouloir l'améliorer, bah, le réflexe à avoir, c'est on va retirer ces parties aristocrates qui sont vraiment pas utiles, et on va plutôt mettre du groupe slug supplémentaire qui est très bon. Et honnêtement, il y a d'autres pièces, même s'il y a d'excellentes pièces dans le deck, il y a d'autres pièces encore à rajouter. Voilà, il y a du choix, quoi, il y a du choix. Donc, là-dessus, c'est assez intéressant de voir un petit peu la constitution du deck, parce qu'on a un beau package de base, on a un beau soutien, bon, mis à part aristocrate, bien sûr, et juste, on peut le remanier, en fait, de manière à protéger un petit peu plus Valgavoth, ou bien se dire, Valgavoth, c'est juste une pièce supplémentaire, et dire, bah tiens, je vais le sortir quand je peux, ça me fait un peu de plus-value, s'il meurt, tant pis, voilà, je peux m'amuser avec d'autres choses, et en fait, vu qu'on est sur un groupe slug, mine de rien, c'est pas ultra dépendant du commandant, c'est chaque pièce rajoute un peu au puzzle, qui va faire très mal aux adversaires. Du coup, c'est un très bon deck. On continue avec le deck Hécatombe, un deck noir-vert Golgari, qui joue autour de Frima, opportuniste cynique, dont on parlera tout à l'heure. Le but du deck, eh ben en fait, c'est de se meuler. Voilà, on fait de l'auto-meule, comme on dit, et on va ranimer ensuite des permanents avec plein de types différents, puisqu'on joue sur le délire en plus à côté. On va jouer avec ce cimetière et permettre de ranimer des cartes avec les différents types, etc. C'est assez particulier, mais on va en parler en détail en parlant de Frima, l'opportuniste cynique, qui est du coup une créature légendaire humain et psychagogue 2/5 pour 4 mana, dont un noir et un vert. Il a le contact mortel, et à chaque fois qu'il attaque, vous meulez 3 cartes. Il a le délire, c'est-à-dire qu'au début de votre étape de fin, si vous pouvez exiler n'importe quel nombre de cartes depuis votre cimetière, avec au moins 4 types de cartes parmi elles. Si vous faites ainsi, mettez une carte de permanent parmi elles sur le champ de bataille avec un marqueur fatalité sur elle. Ok, en gros, c'est un commandant qui résume très bien le deck. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, automeule, réanimation, jouer sur les différents types de cartes. C'est que tout est résumé là, hein, donc je peux pas faire mieux. Mais il y a un petit truc, c'est que la partie réanimation, elle est assez contraignante. On a besoin d'avoir le délire d'avoir ces 4 types de cartes minimum dans le deck, enfin dans le cimetière plutôt, pour réussir à ranimer derrière. Ce qui fait que Frima, en fait, influe directement sur la constitution, la construction du deck, avec le côté multitype, notamment, bah tiens, j'ai un enchantement, une créature enchantement, du coup ça coûte pour 2 types, c'est parfait. Donc c'est exactement le genre de choses qu'on a dans le deck, avec ce petit côté multitype, des créatures enchantement, des créatures artefacts, des terrains artefacts, des terrains enchantement, plein de choses qu'on peut faire, en effet, pour mettre là-dedans, et pour faire en sorte de jouer au maximum avec Frima. Ça demande de l'exil, ce qui est assez bizarre, puisque mine de rien, ça veut dire qu'on retire techniquement des cartes qui vont être utiles pour le délire, et du coup pour le prochain déclenchement de capacité de Frima, donc du coup il va falloir re-remplir à nouveau le cimetière. C'est intéressant, mais du coup ça le rend assez complexe en fait, au niveau de sa mécanique. L'inconvénient principal en fait, c'est justement ce que je viens de dire, c'est le côté, il faut vraiment un deck bien huilé, voilà. Le deck de base propose énormément de bons outils, et franchement je l'ai vu tourner, il n'y a aucun problème. Je veux dire, le deck tourne bien, il fonctionne, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui... Voilà, ça tourne sans problème, il n'y a pas trop d'accro, donc là-dessus c'est pas mal du tout. Mais du coup, si jamais vous souhaitez modifier le deck, si jamais vous souhaitez faire un deck avec Frima spécifiquement, il faut vraiment faire attention à vraiment jouer avec des cartes, enfin un deck d'une constitution, je vais pas dire parfaite, mais très bien calculé. Voilà, c'est quasiment des maths à ce stade-là. Donc les doubles types, on peut s'en servir, etc. Mais du coup, ça fait que la réanimation, vous allez pouvoir l'utiliser que si vous avez réussi à construire un deck bien constitué. Le petit truc en plus, c'est que Frima, en fait, fait tourner le deck assez facilement, en fait, avec le côté réanimation. Alors, dans le deck, on a pas mal de grosses bêtes, des fois, ou des gros permanents qui
vont peut-être pas faire un peu de tâche si vous les avez dans la main, donc peut-être réussir à les mettre au cimetière, ça pourrait être pertinent, mais depuis la main, en fait, c'est pas trop la logique du deck. Voilà, donc ça je le dis quand même. Hein. Mais Frima arrive à le faire tourner, en fait, sans forcément être obligé d'attaquer, puisque c'est une faiblesse. Il peut attaquer avec le contact mortel, ça peut dissuader les adversaires, mais pas toujours, puisqu'ils vont se dire, attends, tu meules et tout, tu commences à ranimer, on va peut-être le tuer à un moment ou à un autre. Mais le fait qu'il soit 2-5, ça fait que c'est pertinent, et du coup, c'est à la fois une force, une faiblesse, c'est assez intriguant de se dire qu'on a une créature qui veut attaquer, qui peut attaquer sans trop se mettre en danger, mais en même temps, elle peut se mettre en danger suffisamment pour que les adversaires décident de la tuer. Donc bon, c'est assez étrange là-dessus. Mais honnêtement, voilà, Frima résume bien l'idée du deck de toute façon. Le commandant secondaire, par contre, c'est Arrache-Gueule ni Grinçant, une créature artefact légendaire épouvantail pour 5, dont un noir et un vert, c'est une 5-5, menace et portée, et quand il arrive et à chaque fois que vous jouez une carte avec au moins 2 types de cartes, chaque joueur crée un jeton de créature 2-2 noir oiseau, engagé avec le vol, les jetons sont incités pour le reste de la partie. Ok, alors là on part dans une direction extrêmement différente, mais pas tant que ça. Pourquoi? Eh ben en fait parce qu'on part sur une direction double type, comme je vous l'ai dit juste avant, Frima et le deck de base contiennent pas mal de cartes double type, puisque c'est la logique, voilà, hop, on va voir le délire rapidement. On est en synergie avec le délire du coup, mais du coup ça ouvre d'autres possibilités si vous voulez monter un deck arrache-gueule, à savoir... Bah on a la création de jetons, on a l'incitation, on a le fait d'avoir des volants, on a le fait éventuellement de jouer avec les épouvantails si vous voulez, pourquoi pas. Et le jeu sur le double type est assez intéressant. Il y a juste un petit truc, c'est un inconvénient assez majeur avec celui-ci, c'est que ça met une contrainte en fait, de dire je vais jouer double type, ça veut dire créature enchantement, créature artefact, et ensuite derrière voir des artefacts enchantement, il n'y en a pas beaucoup, éventuellement les terrains artefacts, mais bon, problème c'est que... voilà, il y en a pas non plus des masses, quoi, vous allez pouvoir en jouer quelques-uns, mais c'est le gros truc qui va peut-être vous emmerder un petit peu. Alors que, à côté, en fait, on peut quand même trouver des éléments pour jouer un deck efficace, hein, mais honnêtement, moi je dirais que dans le deck de base, dans le deck tel qu'il est, on le préconstruit, je le mettrais pas à la tête. Bon, peut-être pour un test, pour voir un petit peu vite fait comment ça fonctionne, mais je le mettrais pas à la tête. Je ne conseillerais pas la tête de ce deck, par contre, honnêtement, si vous voulez le jouer à la tête de son propre deck, je trouve que c'est un commandant assez sexy, hein, ça je vous le dis tout de suite. Je vois le petit côté, je vais faire des oiseaux, parce qu'il y a quand même le côté assez politique de dire, bah je vais créer des oiseaux, enfin politique, plus ou moins. Mais en gros, vous créez de l'agressivité chez les adversaires qui vont se foutre sur la gueule de manière assez impressionnante. Et après, comme on est en noir-vert, vous avez des possibilités éventuellement, s'il y a besoin de contrôler le board, de dire mince, il y a beaucoup trop d'oiseaux sur ce champ de bataille, voilà, et ben j'ai peut-être moyen de gérer un peu la situation. Ce sont des 2-2, donc des -2/-2 à toutes les créatures, ça peut être utile, aux créatures adverses uniquement. Il y a plein de choses qui peuvent se faire, honnêtement, là-dessus. Franchement, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire en montant son propre deck. Et dans le deck de base, bah, il est très pertinent dans les 99, ça c'est sûr. En gros, si je dois vous résumer ce deck Hécatombe, bah, en fait c'est vraiment un deck qui prend une très bonne direction. On a des éléments solides, on a de l'automeule assez efficace, on a de la réanimation avec le commandant et avec d'autres cartes du deck, mais par contre ça demande de la finesse pour être joué. On a vraiment ce petit côté, ouais mais attends, il faut que j'arrive à gérer mes types de cartes, à faire attention à pas exiler tout et n'importe quoi, ok, pour animer quelque chose d'important. Donc là-dessus, il y a peut-être le petit côté, bon, moi je suis pas trop un adorateur d'automeule, mais peut-être un petit côté contrôle de dessus bibliothèque qui manque un petit peu. Mais bon, vu qu'on va avoir le délire et tout, bah on meule tout ce qu'on peut. Voilà, ça peut être aussi l'idée en effet là-dessus. Il faut aussi faire attention, je pense, à beaucoup automeuler via d'autres moyens que Frima, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une mise en danger qui peut être un peu chiante pour tout le monde, hein, parce que si jamais Frima meurt, vous n'avez pas la capacité de réanimer derrière, qui est sur lui, et c'est dommage en fait, vous perdez quelque chose. Le potentiel du deck est vraiment gigantesque, je pense qu'on peut faire des choses assez impressionnantes. Le deck de base l'exploite déjà pas mal, mais il y a des améliorations possibles également, à savoir que, bon voilà, amélioration possible, mais encore une fois, équilibrage précis avec Frima et avec le délire. Donc attention à pas faire n'importe quoi non plus. On continue avec le deck suivant, qui est le deck Petite Frayeur, un deck simique bleu-vert piloté par Zimone, des tisseuses de mystère, dont on parlera juste après. Je vous préviens tout de suite, c'est un deck que j'ai joué plusieurs fois, je l'ai spammé ce deck. Au départ, je voulais juste tester parce que je n'étais pas convaincu par la mécanique, mais je vais avoir pas mal de choses à dire dessus, du coup, vous doutez bien. Le but du deck, c'est de jouer plusieurs terrains par tour, notamment
pour tricher des créatures, pour les tricher depuis le dessus de la bibliothèque, surtout, puisqu'on a la mécanique manifester l'effroi, qui est ici présente dans ce deck, et on a un mix avec le touche-terre, qui est assez intéressant, dont on parlera juste après. Et le but, ça va être d'avoir des cartes face cachée qui sont manifestées, et de tricher également en les retournant gratuitement, et non pas en payant le coût nécessaire pour les retourner habituellement. Voilà. Ça va être assez intéressant, puisque ce deck est piloté par Zimone, détisseuse de mystère, une créature humain et sorcier, 3-3 pour 4, dont un vert et un bleu. Elle a touche-terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, manifestez l'effroi. Si c'est la première fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci. Manifestez l'effroi, vous regardez les deux cartes dessus de votre bibliothèque, vous en mettez une face cachée qui est considérée comme une 2-2, et l'autre part au cimetière. La carte manifestée, vous pourrez la retourner pour son coût de mana, si c'est une créature, à n'importe quel moment, et sans que les adversaires puissent y répondre. Le truc, c'est qu'il y a une deuxième partie à cette capacité. Sinon, si ce n'est pas la première fois que la capacité se résout, vous pouvez retourner face visible un permanent que vous contrôlez. Et ouais, et c'est là où c'est intéressant en fait. En gros, ici on est sur un deck où le commandant est absolument au centre du deck. Sans le commandant, je vous assure, vous n'allez pas faire grand chose. Voilà. Le deck tourne vite fait, vous allez pouvoir jouer des grosses créatures, parce qu'on a du touche-terre, on a de la rampe, etc. Mais ici, Zimone est vraiment le commandant au centre, puisque elle fait le lien entre le touche-terre et manifester l'effroi. Manifester l'effroi va donner une sorte de contrôle du dessus de la bibliothèque, puisque bah voilà, vous allez pouvoir choisir entre deux cartes, ce qui est plutôt sympa. Et également, on a ce petit côté, justement, avec le touche-terre de Zimone, de pouvoir éventuellement cheater derrière. Du coup, on a un deck qui est quand même pas mal centré autour du fait d'avoir pas mal de rampes, de sacrifices de terrain, enfin de fetch, comme on appelle. Du coup, pour réussir à déclencher une deuxième fois le touche-terre et en fait à retourner automatiquement la carte que vous êtes allé chercher, ou une autre que vous avez manifestée plus tôt, bien sûr. Je vais vous avouer aussi que le deck est assez puissant, mais je vous expliquerai pourquoi après. En fait, avec la mécanique de Zimone, c'est assez intéressant. Alors, je vous l'ai dit, il y a un inconvénient majeur avec Zimone. Le deck est très centré autour d'elle. Sans elle, c'est très compliqué de faire tourner le deck, puisque il y a ce petit côté, ouais, mais en fait, on a envie de tricher avec le manifester l'effroi. Il y en a d'autres cartes qui le font dans le deck, bien sûr, mais on a surtout envie de tricher en retournant gratuitement derrière. Ce qui est le truc le plus intéressant, en fait, mine de rien, dans ce deck. Et c'est là où, bah, du coup, Zimone coince un peu, puisque c'est un peu la seule carte du deck qui le fait. Et c'est là où on a un avantage, c'est qu'on a le vert et le bleu pour protéger notre créature. Donc, et voilà, Simic peut protéger, il y a des cartes dans le deck qui le permettent, donc voilà. Faut faire attention à comment est-ce que vous allez l'utiliser, mais souvent, en fait, dès les premiers touche-terre qui vont tomber, les adversaires ont envie de se retrouver débordés, et du coup, Zimone n'est plus vraiment un problème, c'était le problème, maintenant, c'est juste trop tard, en fait, souvent. Donc là-dessus, je pense qu'il faut faire attention, notamment à jouer Zimone, et à pouvoir faire du touche-terre ensuite, voilà, dans le même tour. Comme ça fait décaler la menace ailleurs, puisque bah, finalement, Zimone a déjà fait son taf. En gros, Zimone, elle a un build assez spécifique, et le deck, en fait, l'utilise extrêmement bien, parce que elle fonctionne, en fait. On a vraiment ce côté, bah tiens, plusieurs terrains par tour, pas de problème, vas-y, hop, je joue, je retourne, let's go, hop, à chaque tour. Il se passe vraiment des choses à chaque fois avec Zimone, et c'est très intéressant, on a rarement des tours à blanc, voilà. Il faut l'avouer. Mais on va parler maintenant du commandant secondaire, c'est Kian, Mémoire corrompue, une illusion légendaire, qui coûte 4 dont un vert et un bleu, qui est 2-2. Tant que sa force est paire, vous pouvez lancer des sorts non-créatures comme s'ils avaient le flash. Tant qu'elle est impaire, vous pouvez lancer des sorts de créatures comme s'ils avaient le flash. Et à chaque fois que vous piochez une carte, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Kian. Kian, c'est un commandant qui est assez intéressant, qui joue beaucoup plus sur la pioche, bien sûr, et il faut vraiment un minimum de pioche supplémentaire pour jouer à fond sur le côté, bah voilà, marqueur +1/+1, qui peut partir dans une sorte de Voltron, ou de jeu marqueur +1/+1, vous savez, avec, bah tiens, elle gagne le pétinement, elle gagne l'imbloquable, elle gagne le vol, voilà. C'est le genre de choses, en fait, assez intéressantes, et du coup, ce petit lien pioche-marqueur peut être super intéressant. Par contre, je vais le dire tout de suite, dans le deck, voilà, oui, mon avis est très pertinent, je sais. Mais en gros, vraiment, je ne comprends pas la logique. Parce qu'en fait, Kian n'apporte pas grand-chose, à part le fait éventuellement d'utiliser des sorts de rampe, de faire du touche-terre dans les tours adverses, du coup de dire, bah tiens, je vais jouer un rituel à vitesse éphémère, en flash, pour essayer de ramper pendant un tour adverse. Pourquoi pas? Mais en fait, c'est très bizarre. Le lien, il est très léger, très fin entre ce que fait Kian et ce que fait le reste du deck. Par contre, voilà, aussi dans son propre deck, ça il faut l'avouer, hein,
Kian va vite devenir une cible parce que c'est quelque chose qui se booste, comme on avait parlé tout à l'heure, du coup de Valgavoth, eh bien il faut avouer que ça va être un commandant qui va se booster. Les adversaires vont probablement pas être très jouasses à l'idée de vous faire vous laisser un truc qui se booste en boucle. Donc, voilà, c'est une carte qui est assez dispensable dans le deck, qui peut être intéressante à la tête de son propre deck, mais du coup, dans une mécanique complètement différente. Là où les autres commandants secondaires des decks précédents étaient très liés quand même à la mécanique et on pouvait exploiter une bonne partie du deck pour constituer leur propre deck, bah ici Kian, bof. Je crois que c'est le seul truc que j'ai à dire là-dessus. Bof. En gros, pour parler un petit peu du deck Petite Frayeur, bah c'est un deck qui envoie des patates. Voilà, ça envoie rapidement des patates, dans les bonnes conditions bien sûr, mais il faut penser surtout la main de départ. Voilà. Oui, je sais, j'évoque la main de départ, mine de rien, parce qu'en fait, il vous faut de la rampe, il vous faut de la rampe ou des fetch, de manière générale, de manière à ce que Zimon puisse fonctionner assez rapidement quand elle arrivera en jeu. On a des combos dans le deck qui sont très forts, il y a Ashaya et Yedora dans le deck qui sont des cartes monstrueuses, je veux dire avec Zimon c'est stupide mais à un niveau astronomique. Donc voilà, ça peut faire exploser en fait votre présence sur le champ de bataille en l'espace d'un seul tour, et je vous assure, c'est pas de la blague, hein. Vraiment, là, j'ai testé, et il peut défoncer les autres decks sans aucun problème. Donc voilà, les effets de touche-terre en plus, il y en a d'autres qui sont proposés dans le deck, hein. Il n'y a pas que Zimon, donc ça c'est intéressant, et surtout ils sont ultra rentables, on est sur d'excellents effets de touche-terre, et je vous avoue que bah, ça fait que le deck il est très consistant. Et même si Zimon n'est pas là et qu'on ne manifeste pas l'effroi, mais en fait, du touche-terre, il peut y en avoir en masse avec d'autres synergies, en fait. C'est très intéressant. Et enfin, on termine avec le deck Faiseuse de Miracles, qui est piloté par Aminatou Percevoile, dont on parlera juste après. C'est un deck Esper, donc blanc, bleu, noir. Et vous le remarquerez d'ailleurs, c'est le seul deck tricolore parmi ceux qu'on a ici. Le but du deck, bah, c'est de jouer avec des enchantements et de jouer avec le dessus de la bibliothèque, notamment, en les mettant plus facilement en jeu grâce au miracle qui revient grâce à Aminatou. Et également, un petit peu de les jouer depuis le cimetière, ce qui est assez particulier. Le commandant principal de ce deck, c'est Aminatou Percevoile, qui coûte 4 mana, dont un bleu, un blanc et un noir. C'est un humain et sorcier 2-4. Au début de votre entretien, surveillez 2. Et chaque carte d'enchantement dans votre main a le miracle. Son coût de miracle est égal à son coût de mana réduit de 4. Alors, je vais devoir repréciser le miracle, puisque j'ai eu même des questions dessus récemment. En gros, le coût de miracle, c'est uniquement quand vous piochez votre première carte à chaque tour. Vous piochez la carte. Et alors, je vous demanderai du coup, voilà, faites attention les joueurs de ce deck, les joueurs de miracle, à ne pas mettre la carte dans la main, parce que du coup, ça fout le bordel. Mais en gros, si vous voulez la jouer juste après, montrez que c'est toujours la première carte, donc éventuellement la mettant à part. C'est une bonne idée. Et du coup, révéler ensuite, ah bah tiens, c'était ma carte que j'ai pioché ce tour-ci, tac, elle a le coup de miracle, elle coûte 4 de moins, parfait. C'est un commandant qui est super intéressant. Quand je l'ai vu révéler, j'étais là, oh mon dieu, on va faire des trucs de fou furieux avec. Et franchement, ouais, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a motivé beaucoup de gens à s'intéresser énormément à ce deck, puisque je pense que c'est le deck qu'on m'a le plus demandé, et qu'on m'en demande encore le plus aujourd'hui. Autant vous dire que tricher sur les coups d'enchantement, ça attire beaucoup de monde parce qu'on a des enchantements qui sont parfois très chers. Et Aminatou permet de réduire ce coût de manière assez considérable. 4 mana de moins, c'est quand même une sacrée réduction, hein, ça c'est sûr. Juste pour vous préciser, le deck, lui, par contre, ne contient que 25 enchantements, ce qui est déjà pas mal, vous me direz, mais surtout, en fait, dont 10 créatures enchantements. Du coup, l'utilité, ben en fait, elle est intéressante, mais c'est vrai que j'aurais peut-être préféré avoir plus de créatures enchantement dans le deck pour peut-être réussir à réduire les coûts de créatures qui vont être assez impressionnantes et qui vont pouvoir bloquer, voilà, tout simplement. Mais bon, voilà, ça on en reparlera un petit peu après. Mais en gros, si vous voulez construire un deck Aminatou, c'est extrêmement puissant. Voilà, je vais vous le dire tout de suite, c'est très très fort, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de conneries qu'on peut faire avec. Donc franchement, moi j'ai envie de faire des recherches, là, actuellement. Il y a juste un inconvénient majeur. Encore une fois, comme beaucoup des commandants qu'on a vus aujourd'hui, la capacité de miracle et la capacité à jouer sur la réduction de coût des enchantements, elle est extrêmement dépendante du commandant. Voilà. Aminatou est nécessaire pour que un deck qui va réduire de 4 les enchantements puisse tourner, en fait. Si derrière Aminatou n'est pas là et qu'on se retrouve à piocher des enchantements qui sont beaucoup trop chers, et ben en fait, on l'a mauvaise, quoi. On l'a même très mauvaise.
Du coup, le deck est très sensible à sa présence, on a accès au blanc, bleu, noir, donc du coup, la protection paraît plutôt adaptée, mais du coup, ça risque de se faire aux dépens du nombre d'enchantements qu'on va avoir. Là-dessus, c'est un peu bizarre. Je suis un petit peu en mode mi-figue, mi-raisin, 50-50, quoi. On est en face d'un commandant qui est extrêmement puissant, mais du coup, qui rend le deck très dépendant de ce qui se passe, et je vais le dire tout de suite, le deck n'exploite pas du tout, mais alors, du tout, à fond le commandant. Vraiment, je vous dis 25 enchantements, il y a beaucoup d'enchantements dedans qui sont très... Voilà, ok, d'accord, on exploite la capacité d'Aminatou, mais honnêtement, on pouvait trouver mieux, je pense. Hein. Là-dessus, il y a 2-3 bricoles, évidemment, qui sont très intéressantes, mais franchement, j'ai l'impression que le deck rame un peu du cul, et même si le côté surveillé d'Aminatou est intéressant, bah finalement, le deck ne l'exploite pas tant que ça, sauf pour la carte dont je vais parler juste après. Voilà, mais autant dire que, ouais, Aminatou, bah en fait, je trouve qu'elle est excellente, mais mal mise en valeur dans le deck, même s'il y a de très bonnes cartes dedans, et ben il y en a aussi certaines où on est là, bah ouais, mais c'est pas tip top, quoi. Il y a même des cartes qui sont anti-synergiques avec le miracle. C'est quand même hallucinant, voilà. Donc, voilà, bref, parlons du commandant secondaire. Le commandant secondaire, c'est le maître des clés. Non, pas celui de Matrix. Oui, je sais, j'ai fait la blague 36 fois. Donc, le maître des clés, qui coûte X, un blanc, un noir et un noir... pardon, un blanc, un bleu et un noir. C'est une 3-3, créature enchantement légendaire, horreur. Il a le vol, quand il arrive, mettez X marqueur, plus un sur lui, et mêlez 2 fois X cartes. Chaque carte d'enchantement dans votre cimetière a l'échappée. Le coût d'échappée est égal au coût de mana de la carte, plus l'exil de 3 autres cartes de votre cimetière. Ok, alors là on est vraiment sur autre chose, qui joue toujours sur les enchantements d'ailleurs, très bien, mais c'est la réanimation d'enchantement, et l'automeule aussi. Encore une fois, encore de l'automeule, c'est dingue ça quand même. Mais c'est là où c'est assez particulier en fait. C'est une capacité qui est très intéressante parce que on a la possibilité de ranimer les enchantements, et j'ai pensé à un truc avec le maître des clés, c'est de jouer en fait avec des enchantements qui se sacrifient pour faire leur effet. Et c'est vrai que les enchantements qui se sacrifient, on a eu déjà d'autres commandants qui ont joué là-dessus, et ça fonctionne très bien. On peut faire pas mal de choses, c'est généralement intéressant parce que c'est des choses qu'on utilise assez peu en commandeur, mais du coup le maître des clés ici peut donner un petit côté récursif en disant bah tiens, je sacrifie, pas de problème, je récupère ensuite en faisant l'échappée, paf paf paf, on est bon. Et éventuellement, si on veut mettre des enchantements au cimetière, ou mettre simplement des cartes au cimetière pour l'échapper, le maître des clés au lancement nous permet de donner une valeur de X assez intéressante, quoi. Ne serait-ce que déjà de payer un X égale 2 va nous permettre de mêler 4 cartes. Après, le truc, c'est que c'est que quand il arrive, ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Voilà. Mais du coup, ça fait quoi dans le deck? Je le dis tout de suite, hein, voilà. Moi, je vois, il y a un inconvénient majeur, c'est que la stratégie du maître des clés, elle est assez particulière, et dans quelle direction on va la faire aller? Parce que c'est bien d'avoir un jeu, ah ouais, on joue avec les enchantements, etc., on va pouvoir les ranimer, tout ça, mais on va où derrière? On peut aller sur les créatures enchantements, en effet, en ranimant des créatures enchantements qui sont mortes, certes, du coup, ça en fait un deck vraiment très créature enchantement, mais du coup, ici, le deck ne fournit pas les éléments pour le maître des clés. On est très léger vis-à-vis des cartes qui interagissent réellement avec le maître des clés. Après, ça va juste être, les adversaires m'ont géré mes enchantements, je peux les rejouer grâce au maître des clés. Ça va finalement être la vraie raison qui va faire que, ah bah tiens, c'est intéressant dans le deck. Mais honnêtement, seul, c'est une carte dont je ne vois que très peu l'intérêt. Et ça peut être utilisé pour récupérer des pièces importantes, d'accord, et ça peut être complémentaire avec la partie surveillée d'Aminatou, mais ça reste extrêmement light, quoi. C'est... Franchement, c'est pas forcément le truc qui me fait sauter sur mon siège en mode « Ah mon dieu, dans le deck, c'est trop fort et tout ». Non, c'est bien, mais c'est pas... Bof, c'est pas terrible. Bon, du coup, vous avez compris, ce deck-là, malgré le fait qu'il ait intéressé autant de personnes, eh ben, pour l'avoir vu tourner 2 fois, je vous avoue que... non. Et en plus, pas tourner genre 10 minutes, hein. Je l'ai vu tourner pendant 1 heure chacun. Et j'étais là, mais non. Non, ça fonctionne pas très bien. On a d'excellents enchantements dedans, on a vraiment du support qui est assez intéressant, mais il manque une direction en fait. Je suis incapable de vous dire, le deck veut faire ça comme ça, etc. Non, parce que dedans, on a des enchantements de gestion, de contrôle, de protection, on a des créatures enchantements qui prennent un peu de place sur le board, mais il n'y en a pas assez. On a pas mal de contrôle, mais du coup, il n'y a pas de finalité en fait.
c'est vraiment ce côté où, ah, il manque un truc, quoi. Il manque clairement quelques cartes de manière à pouvoir jouer sur le fait qu'on va jouer sur les enchantements, et dire, bah tiens, paf, on va réussir à mettre des éléments en plus, ok, ça fonctionne bien, tout ça. Ok, mais là, vraiment, je vous le dis, j'ai du mal à concevoir, en fait, où va réellement le deck. Je sens que c'est probablement le deck parmi les 4 qui a le plus besoin d'une restructuration et de dire, on va remanier un peu tout ça de manière à dire, tac, on va y aller, on va mettre les enchantements qui sont efficaces, qui font quelque chose, on va essayer de trouver une synergie globale pour ce deck, et surtout faire en sorte que le deck puisse fonctionner sans Aminatou, mais qui fonctionne mieux avec Aminatou. Éventuellement avoir le maître des clés qui peut être là en renfort, pourquoi pas, ou alors construire un deck maître des clés à part. Mais vraiment, c'est un deck qui ouvre beaucoup de possibilités au niveau des cartes qu'il propose, mais par contre, en tant que deck, eh ben, je le trouve pas très bon. Franchement, voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord, du coup c'est pour ça que je vous invite à aller dans les commentaires de la vidéo pour ça, et je vous invite également à faire vos retours sur les différents decks. Je vais vous faire un petit résumé quand même avant de ce que je pense des 4 decks de cette extension Mana Brune, mais en gros, je trouve que les decks sont très intéressants. On a des stratégies, certes, des fois qu'on a un peu déjà vues, mais pas forcément en deck commander. On n'a jamais eu trop de préconstruits autour du groupe Slug, par exemple, donc ça m'intéresse pas mal. Le côté manifesté était intéressant, le côté au niveau de l'automeule et de la réanimation avec le délire, c'est super. Et j'avoue que le deck enchantement, mais qui part pas sur un enchantement Voltron classique, c'est intéressant d'avoir ces options-là. Du coup, on a des directions qui sont proposées qui sont assez intéressantes, et on a déjà des cartes qui existent qui peuvent être exploitées pour ces decks-là, ce qui est génial là-dessus. Par contre, du coup, les decks sont assez inégaux. Là, on a des decks qui sont parfois avec de très bonnes mécaniques bien ficelées. On en a d'autres également à côté où on va être là, ouais, en fait, on pourrait l'améliorer encore plus, mais probablement que si on l'améliore, ça devient extrêmement puissant, et c'est aussi pour ça que Wizard a dû coller des limites, en fait, à un moment. C'est vrai que si on commence à mettre certaines cartes, d'un seul coup, le deck devient trop fort, et il faut quand même un certain équilibre, en fait, entre les 4 decks. Donc là-dessus, je pense comprendre un petit peu les choix, etc., au niveau de la construction des decks proposés. Mais autant dire que ce sont 4 decks qui sont très intéressants. Beaucoup de jeux avec le cimetière, vous l'avez compris, mine de rien, on a quand même 3 qui évoquent le cimetière à plusieurs reprises. Donc autant dire que voilà, ça paraît assez intéressant. Je pense que là-dessus, en fonction de ce qui peut vous intéresser, c'est pas forcément des decks que je conseillerais beaucoup aux nouveaux joueurs, parce que bon, c'est pas des mécaniques qui sont très faciles à prendre en main. Mais par contre, je veux dire, pour des joueurs un peu plus expérimentés, vous allez vraiment vous amuser avec. Ça, c'est sûr. À part le deck Aminatou, je suis vraiment en mode, il y a un truc qui manque. Donc, améliorez-le et vous pourrez vous amuser avec. Voilà, mon petit conseil du jour. Bref, sur ce, j'ai hâte de voir vos commentaires et vos retours sur les decks préconstruits tels quels. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des cartes exclusives et du coup, ce qu'elles apportent dans les decks et dans d'autres decks Commander. Voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine et salut à tous. Bye bye!